Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler de 5 livres que j'ai lus et ce sont 5 polars. J'ai pas dit polar nordique, il y en a un dans la série qui est un polar nordique, mais on a roman policier classique, on a du thriller, voilà, on a plein de choses, on a de la nouveauté, on a de la pas nouveauté, on a un vieux livre d'une autrice que j'adore. Vous vous doutez de qui je vais vous parler. Donc voilà, on a du poche, on n'a pas du poche, on a plein de choses dans cet épisode. Globalement, je pourrais aussi vous dire que ce sont des livres que j'ai extrêmement bien aimés, que j'ai adorés, sans atteindre la marche coup de cœur pour les 5. Alors parfois, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte de ça. Parfois, j'arrive à vous dire pourquoi, ce qui manque en fait pour atteindre cette marche-là. Pour un des livres, c'est un peu plus difficile parce que oui, c'est vrai que je l'ai adoré. J'ai rien de particulier à lui reprocher ou je sais pas. Mais bon, il manque un petit truc quand même. Voilà. Mais bon, globalement, c'était de très très chouettes lectures. Voilà, installez-vous bien, c'est parti. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, vous voyez déjà un Agatha Christie. Hop, elle a l'air de rien, tout en haut. Voilà. Un livre de Petroni Rostagna, c'est un one-shot. Nous avons un livre de James Patterson qui l'a écrit avec quelqu'un d'autre. Voilà, un duo d'auteurs. Si je recule, vous voyez plus rien. Bon, je vais passer la couverture, ce sera plus simple. Donc on a dit un Agatha Christie, Témoin indésirable. Première fois que je le lisais. Et oui, j'en ai encore à découvrir. Petroni Rostagna, J'aurais aimé te tuer, comme je vous le disais. C'est un one-shot. Donc maintenant, je suis à jour dans les livres parce qu'elle a écrit des livres qui sont auto-édités ou pas auto-édités, mais très difficiles à trouver. Mais dans ceux qui sont faciles à trouver, je suis à jour. Un livre de James Patterson, parce que j'ai reçu le tome 2, donc ça me permettait de découvrir un petit peu, de découvrir un peu les personnages. Alors je dis que c'est un livre de James Patterson, mais pas que. C'est un livre écrit avec Howard Roufan. En même temps, c'est vraiment James Patterson son nom est écrit en plus gros, y compris sur le dos, y compris sur la 4e. Donc, je ne sais pas quelle est la contribution de l'autre auteur qui avait écrit, a priori, juste un autre livre avant celui-ci, tandis que James Patterson, voilà, si on ouvre le livre, on voit tout ce qu'il a pu écrire est paru chez Livre de Poche, donc quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Donc, comment est-ce qu'ils se sont organisés? Quelle a été la contribution de chacun? Je ne sais pas, ce n'est pas du tout expliqué dans ce livre. Voilà, mais en tout cas, il était bien, mais je vous en parle après. Polar nordique, polar finlandais en l'occurrence, de cet auteur, Arttu Tuominen. C'est La Revanche et c'est la suite du Serment qui est sorti depuis en poche et je sais plus chez quel éditeur. J'aurais tendance à dire point, mais je crois, mais je suis pas sûre. Mais bon, voilà. En tout cas, La Revanche vient de sortir, mais le tome précédent est en format poche. Et ce livre aussi vient de sortir, Le Grand Test de Jacques Expert chez Calman Levy. Et c'est un one-shot. Voilà. Ça, un chouette programme, je vous dis, on va avoir du polar classique avec Agatha Christie, on a du bon thriller, vraiment, thriller même psychologique avec Jacques Expert. Globalement, ce sont des livres où les personnages, la psychologie des personnages est extrêmement bien travaillée. Et alors pas forcément de la même façon, pas forcément de la même façon, mais c'est vraiment hyper important dans les polars et avec ces 5 livres, ça se sent énormément. Donc on voit qu'il y a de l'attention, du travail qui a été fait, en plus bien sûr de travailler sur la construction du livre, sur le rythme, sur l'intrigue, sur le dénouement. Bah voilà, cette psychologie des personnages n'a pas été oubliée et sur les 5, et c'est aussi pour ça que ce sont de très bonnes lectures. Très très bonnes lectures. Voilà, c'est parti. Et on commence avec Jeu de massacre de James Patterson et Focus et donc Howard Roufan. Voilà.
cet auteur mystérieux, chez Livre de Poche. Donc, j'ai acheté ce livre parce que j'ai reçu le tome 2. J'ai reçu le tome 2 qui est dans mon petit chariot. Voilà, j'aime mon petit chariot, j'aime beaucoup mon petit chariot. Donc ce tome 2, le voici, Instinct de sang, toujours de James Patterson et Howard Roughan, toujours James Patterson écrit en gros, c'est même écrit en dessous, en petit, numéro 1, mondial du suspense, voilà, et Howard Roughan. Voilà, 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 tous les ingrédients d'un excellent page-turner. Et bien maintenant, j'ai vraiment hâte de le lire. Ah, il y a beaucoup de pages blanches à la fin. Je voulais voir combien de pages il avait. J'allais dire maladif, mais chez moi, c'est important. 364 pages, parce qu'un nombre de pages me dit, tiens, il faut que je le casse à tel moment, pour être sûr de bien en profiter. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai retrouvé les personnages de ce livre que j'ai aimé. Alors, que vous dire sur ce livre? La couverture, elle est particulière, hein. Je peux pas dire que je l'aime beaucoup. Ça fait ancienne couverture qui mériterait une petite mise à jour, je trouve. Alors, on a un professeur qui s'appelle Dylan Reinhardt. Il est notamment auteur d'un ouvrage, alors d'un livre qui s'appelle sur les comportements déviants, voilà. Et en fait, on le voit, il est en cours. Alors moi, j'aime bien parce que quand c'est... Il y a la plupart des chapitres, c'est sa propre histoire. Après, il y a des chapitres où on suit d'autres personnes. Mais quand c'est lui, sa propre histoire, ses journées, son quotidien, ce qui peut paraître plan-plan dit comme ça, mais en fait, il va vivre des choses assez dingues. C'est écrit à la première personne. Et ça, c'est chouette parce que c'est hyper immersif. Donc, j'ai l'impression que je connais très bien Dylan Reinhardt grâce à cette narration. Et en fait, Dylan Reinhardt, en plus, il est marrant parce qu'il a un petit humour assez agréable. Et ben en fait, il commence un cours, etc., en amphi, et il a une enquêtrice qui s'appelle Elizabeth Needham, qui vient le chercher pour une affaire parce que il a clairement été identifié via son livre lors de cette affaire, mais je vous laisserai découvrir en quoi. Il y a aussi un lien avec les cartes, voilà, comme on peut le voir ici, parce que on va voir des scènes de crime, pas très belles, mais pas non plus, on n'est pas dans un polar nordique où on vous explique que tout le sang contenu dans la victime est éparpillé partout dans la pièce, hein. Non, on n'est pas à ce niveau-là, mais bon, c'est quand même des scènes de crime, c'est pas juste un homme mort par terre, quoi. Et en plus de ça, sur les victimes, on retrouve une carte. Voilà, une carte à jouer. Donc, petit à petit, eh bien, on a une sorte de course-poursuite, hein, course-poursuite invisible parce qu'on a ce tueur, on sait pas qui il est et l'idée c'est d'essayer d'anticiper son coup pour un peu prendre de l'avance, essayer de deviner qui et où se situe la prochaine victime, enfin bon, donc c'est compliqué et on a vraiment ce côté page turner, rythme vraiment très dynamique et c'est tout à fait moi ce que je recherche dans un thriller. Donc là pour le coup je le retrouve totalement. Il y a des chapitres très courts, très courts. Alors parfois c'est curieux la façon dont les chapitres sont coupés parce qu'on peut très bien avoir et c'est même pas un faux suspense hein, parce que je vous parle toujours de ces fameux livres. D'ailleurs c'est marrant parce que je tombe juste mes yeux tombent sur un des auteurs spécialistes qui est Nicolas Beuglet avec il ouvre la porte et à chaque fin de chapitre. Et donc à la fin, voilà, quand il ouvre la porte et qu'il se passe rien dans le chapitre d'après, ça casse un peu le suspense ou voilà, c'est un peu grossier des fois. Là c'est pas ça qu'il y a, c'est pas un découpage de chapitres de cette façon-là pour apporter un suspense de fou. Non, c'est vraiment on a une scène du style, j'en sais rien, ils sont au café, ils attendent leur commande, fin du chapitre. Chapitre d'après, le serveur arrive avec leur commande et donc ils continuent leur discussion. Et pourquoi le chapitre a été coupé là, je ne sais pas.
Moi, globalement, j'ai des grosses plages de lecture. Je lis pas mon livre en petits bouts. Je le lis sur une bonne période, ce qui fait que je m'interromps pas au milieu. Enfin, je m'interromps pas régulièrement. Donc, j'ai pas. Donc, ça m'a pas trop gênée parce que je me dis mince, si je m'étais arrêtée la veille au soir sur ils attendent leur commande, point, et que le lendemain je reprends en plein milieu de leur discussion et que leur commande arrive. Bah en fait j'aurais laissé passer un beau moment, quasiment une journée, et du coup en plein milieu de leur discussion parce que le chapitre s'est arrêté à un endroit qui me paraissait pas logique. Bon, ça du coup je l'ai pas trop vécu. Alors je me suis quand même pas mal interrompue dans ma lecture, mais pour d'autres raisons qui sont plutôt des soucis dans ma maison, des petits soucis de courant d'air dans ma maison. Donc j'ai changé de place régulièrement, donc je lisais un quart d'heure quelque part, un quart d'heure un autre, mais bon, je le reprenais et j'avais pas eu le temps non plus de me détacher de la scène dans laquelle j'étais, donc ça va. Mais voilà, chapitre court, mais attention quand même à ce découpage de chapitres. Quand je dis que les chapitres sont courts, c'est que un chapitre qui fait 4 pages, bah, il est déjà un peu long. Et s'il passe à 5 pages, là on est sur des longs chapitres. Hein. Sinon c'est du 3 pages. Voilà. 3 pages, c'est réglé. Et voilà. Sans forcément d'alternance de personnages. On suit principalement notre Dylan Reinhardt, mais comme je vous disais, de temps en temps, on va suivre d'autres personnages. Et là, bah, il n'y a pas Dylan, donc c'est pas écrit à la première personne. Mais à la limite, ces moments-là sont presque plus courts que les autres. Hein. Voilà. Donc vraiment un sacré page turner. On a de nombreux rebondissements. Donc tous les ingrédients sont là pour un immense coup de cœur. Il y a vraiment presque j'ai des cases à cocher pour que ce soit un excellent thriller. J'étais en train de toutes les cocher, mais il y a 2 choses quand même qui m'ont un petit peu titillée. C'est que j'aurais espéré une fin dinguissime. Voilà, j'espérais une fin plus inattendue, on va dire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important dans un livre, notamment dans un thriller. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, je suis d'accord. Numéro 1 du suspense pour James Patterson, je suis totalement d'accord. C'est pas le premier que je lis du tout de l'auteur. J'en ai lu d'autres. Je vais vous les sortir. J'en ai lu plus que ce que je pensais. Donc, là, j'arrive à bien les mettre. Hop! Voilà. Alors là, il y en a plusieurs que j'ai dû lire il y a 10 ans, je pense. Enfin, il y a plus de 10 ans. Parce que je prenais le RER et donc ça devait être sûrement avant d'être enceinte de ma fille aînée qui a 12 ans. Donc ça date. Je ne notais pas à l'intérieur quand est-ce que je les avais achetés, ça aurait été trop beau. Mais voilà, là, bon, un livre offert pour acheter. Là, on a un livre d'Alex Cross. Mais j'en avais lu d'autres de lui, alors je sais plus. Oui, voilà, là c'est un Alex Cross aussi. Vraiment vintage comme couverture. Hein. Là c'est un Alex Cross aussi. Ça c'est quoi non, c'est certainement un autre. Une autre série ou un autre. Et ah bah ça c'est le premier du Woman Murder Club. Ah c'est marrant, je croyais que j'en avais pas lu de cette série, mais si. Là je me rappelais pas. Bon voilà, je vous dis, hein, ça date d'il y a un petit moment. Bon, de mémoire, Alex Cross, c'était un peu noir pour moi. Mais peut-être que si je relisais maintenant, ça me plairait davantage. Donc, il y a ceux-là. Il y a celui-ci. Alors que celui-ci, je l'ai lu plus récemment. Je me demande si je ne l'ai pas lu en 2020, quelque chose comme ça. Il m'avait été offert et il était génialissime. Donc, c'est un livre écrit par Bill Clinton et James Patterson et ça s'appelle Le président a disparu. On est sur un beau pavé, hein, 600 pages. Il était super bon, j'en ai de très très bons souvenirs. Et il y a un an, la sortie de James Patterson, c'était ce livre-là, avec Dolly Parton pour ce livre Run Rose Run. Très bien, différent parce que voilà, là c'était pas un livre porté par un suspense. Enfin, il était bien, il était prenant et tout, mais bon, le suspense, on le sent plus dans celui-ci. Donc voilà, James Patterson, j'en suis pas à mon tout premier. Sans avoir été plus loin que ça, quelque part. Mais puisque là, ces derniers temps, il écrit toujours avec quelqu'un. Bon.
Si c'est pas Bill Clinton, c'est Dolly Parton. On change totalement le style de ses co-auteurs. Et puis donc là, avec Howard Rothman. Donc bien, suspense, rythme, top. J'ai beaucoup aimé ce personnage principal. Voilà. Cette fin, dommage. Et il y a un autre truc, c'est que en fait, justement, je vous dis, il coche la plupart des cases d'un thriller. Ok. Mais, du coup, il y a un petit côté cliché quelque part. Un petit côté, je vais pas dire facile, parce que je serais moi-même incapable d'écrire un thriller donc d'une telle qualité. Enfin, mais il y avait un côté un peu scolaire, on va dire, avec des choses ouais, qui paraissent auxquelles on s'attend et on se dit bon d'accord, oui on se doutait qu'on allait là, voilà, un côté oui facile mais ça marche, enfin scolaire, donc pour pouvoir faire un thriller, un roman, un suspense réussi, il faut tac 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 et là toutes les cases étaient cochées, bon, sauf le dénouement, mais voilà on a l'impression que ça a suivi un peu ça, donc voilà, ça me fait poser la question de quelle a été vraiment la part de chaque auteur, parce que certes on voit le côté roi du suspense et tout de James Patterson, mais on voit un côté peut-être un peu scolaire, peut-être un peu nouvel auteur, ce qui a l'air d'être le cas du deuxième. Je m'avance peut-être un peu, mais il y avait ce côté un peu qui me paraissait un petit peu cliché, qui m'a un petit peu dérangée. Mais sinon, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, c'était Jeu de massacre de James Patterson et Howard Rothman. Je continue dans ma série, c'était très 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 bien, mais c'est pas un coup de cœur, avec J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostania. Ce qui est curieux parce que les autres livres de Petroni Rostania dont je vous ai parlé, c'était coup de cœur, génialissime, trop trop bien, etc. Alors, j'ai découvert Petroni Rostania il n'y a pas très longtemps et j'ai adoré sa série avec Pauline Carrel. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré la voir évoluer dans le tome 2. Le tome 3 était aussi excellent et j'ai aimé la façon dont l'autrice écrit, la façon dont elle décrit ses personnages, même ses personnages qui sont Pauline Carrel, c'est quand même un sacré personnage. Ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que c'est un personnage vraiment explosif, hein, vraiment, voilà. Là, on est sur un one-shot. On est sur un one-shot, mais on va retrouver des choses que j'ai bien aimées. C'est-à-dire que on va retrouver des personnages féminins globalement forts, globalement explosifs, voilà, qui complexes. On n'est pas sur des personnages tout blancs ou tout noirs, on est sur quelque chose entre les deux qui fait parfois un peu froid dans le dos et en même temps on se dit ah non mais en fait ça va, enfin voilà, c'est un côté on a l'impression de marcher sur un fil, ne pas savoir si les personnages féminins sont gentils ou méchantes, entre guillemets, hein, mais voilà. Le rythme est prenant, donc ça pareil, équivalent à ses livres précédents. Et puis un dénouement qui est à la hauteur totalement. Et là, ce que j'ai noté, je prends des notes quand je lis, pour être sûre de bien vous dire les bons mots lors de mes chroniques ou lorsque je vous en parle ici. Et puis bien vous parler de mes ressentis lors de la lecture plutôt que de vous parler de mes souvenirs 2 semaines après alors que j'ai lu plein de livres depuis. Bah, là, ce que j'ai noté, c'est que ce livre, il était surprenant jusqu'à la dernière page. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quand je l'ai commencé, j'étais un peu déroutée et j'ai eu une crainte. En fait, enfin, ça va un peu avec l'histoire dont je vous ai pas encore parlé. On a Laura qui va au commissariat de Versailles, c'est bien parce que c'est pas très loin de chez moi, et en fait elle arrive et puis elle s'accuse elle-même du meurtre de quelqu'un qui a tenté de la violer, voilà. Et donc, elle est interrogée, bon, c'est quand même un petit peu surprenant, hein, elle est interrogée, etc. Et en fait, j'ai eu une crainte, c'est que j'ai eu peur que la scène dans le présent soit Laura en train d'être interrogée
et qui raconte une histoire, et peut-être par la construction, eh bien on aurait des retours dans le passé par rapport à des choses qu'elle peut dire, mais je craignais que cette partie dans le présent soit tout le temps l'interrogatoire en fait. Et qui a un côté très statique en fait, et puis qu'on a déjà vu, et voilà. Et en fait, j'avais pas envie de ça, et j'ai pensé que ça allait être comme ça. Mais non, c'était pas le cas. Il y a du rythme, ça bouge, les personnages bougent et ne restent pas tout le temps dans cette salle d'interrogatoire. Heureusement. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, les enquêteurs se rendent compte que c'est pas tout à fait juste ce que Laura a dit. Elle leur a parlé d'un corps quelque part, mais il est pas là. Et puis ça correspond pas tout à fait à ce qu'elle a expliqué. Enfin bon, il y a des doutes, Et puis bon bah nous on se doute qu'on est des lecteurs d'un thriller, on se doute qu'on se fait manipuler, on se méfie de Laura, on sait pas où est-ce qu'elle veut nous mener en fait. On voit bien qu'il y a un truc, on comprend vite qu'elle a un plan, et il n'y a pas grand-chose qui filtre sur ce plan, donc on sait pas, voilà. On sait pas, et c'est tout l'intérêt du livre, hein. Donc voilà, il y a de l'action, ça va bouger, et puis en même temps, au milieu de cette action, faut pas oublier qu'on se fait manipuler, et voilà. Donc, bah, ce que j'ai aimé, c'est le rythme, c'est ce personnage féminin, comme je vous disais, explosif, très fort, avec ce côté, on sait pas trop dans quel camp la mettre, on n'arrive pas à savoir. Elle s'accuse d'un meurtre, ok, mais en même temps, il tentait de la violer. Du coup, voilà. Donc, on continue comme ça dans l'histoire, et puis voilà, on est surpris par le dénouement et tout. Donc, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ce que j'aimais chez Petroni Rostagna dans ce livre, donc parfait. Mais c'est quand même pas la série avec Pauline Carrel que j'adorais tellement. Et puis, enfin de toute façon je préfère Pauline à Laura, parce que Laura elle est quand même... Enfin en même temps Pauline aussi, mais bon. Il m'a manqué quelque chose, voilà, il m'a manqué quelque chose, mais ça n'en reste pas moins que c'est un excellent thriller, et il peut peut-être être bien pour découvrir l'autrice, parce que voilà, en one shot, c'est bien en fait, ça, vous n'avez pas des tomes à rattraper avant, et puis c'est pas le dernier qu'elle a écrit, mais ça permet de voir la façon dont elle écrit maintenant, voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et puis bah moi j'attends la suite, ou alors faut que je me renseigne peut-être un petit peu plus sur ces fameux livres pas réédités, ou voilà, toute cette série que je ne connais pas pourrait m'intéresser, donc à suivre. En tout cas, ça reste une autrice que j'aime beaucoup. J'ai découverte grâce au collectif des Louves du Polar, et je ne le regrette pas du tout. Je continue avec... Je pense qu'il faudrait que j'en lise plus, parce que comme ça me permettrait de vous en parler à chaque épisode en fait. De vous parler d'Agatha Christie à chaque fois. Donc, Agatha Christie est mon autrice préférée, vous le savez. Elle a écrit plein de livres, je participe à plusieurs challenges, notamment le challenge sur Babelio qui consiste à rédiger une chronique de tous les Agatha Christie. Et donc là, on a une liste de un peu plus de 90 ouvrages qui sont des romans, des recueils de nouvelles, pièces de théâtre, voilà, signés Agatha Christie. On n'est pas sur le Mary Westmacott, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, qui est le pseudonyme qu'elle a utilisé. Ça me tenterait bien d'ailleurs de lire ces livres-là, qui sont pas des romans policiers, qui ont l'air d'être un peu plus personnels, ce qu'on pourrait appeler maintenant de la littérature contemporaine, mais bon, à cette époque-là, ça commence à dater pour être appelé de la littérature contemporaine, mais bon, ça m'intéresserait. Et ça m'intéresserait, il faudrait que je creuse davantage aussi pour voir quand est-ce qu'elle a écrit ces livres-là, qui parlent vraiment de morceaux de vie, de ce que j'ai compris. Et donc, je pense que tout l'intérêt de ces livres, ce sont les descriptions des personnages, la façon dont la psychologie des personnages a été travaillée. Ça m'intéresserait de savoir ça, parce que je trouve que dans les Agatha Christie, il y a une période... Je suis pas assez experte pour vous dire, je les connais pas tous par cœur à ce point-là, mais bon, en général vers 1950, voilà, on va se dire ça.
Je trouve qu'il y a plusieurs Agatha Christie que j'ai lues et qu'elle a écrit à partir de 1950 qui changent en fait et où elle a beaucoup plus travaillé la psychologie des personnages et Témoin indésirable en fait partie. C'est un livre qui est sorti alors en 1958 et il est à la fois différent parce que travaillé au niveau de la psychologie des personnages et à la fois connu parce que, pas surprenant parce que on a le schéma habituel, voilà. Témoin indésirable, c'est un livre qui est apparemment, je ne le savais pas, mais souvent cité comme l'un des meilleurs Agatha Christie, peut-être même l'un de ses préférés. Ça m'a surprise parce que voilà, je l'avais jamais lu et j'en avais pas conscience. Si je l'avais su plus tôt, je l'aurais peut-être lu plus tôt, je ne sais pas. Et donc, dans Témoin indésirable, on retrouve, comme je vous le disais, ce schéma classique parce que on a une famille, une grande famille avec de nombreux enfants. Et on a, il y a eu un décès dans la famille, voilà. Et l'un des enfants a été accusé, alors quand je dis l'un des enfants, c'est pas des enfants de 5 ans, hein, c'est des jeunes adultes. L'un des enfants a été accusé, il a été condamné pour meurtre et il est mort en prison, voilà. Et 2 ans après, une fois que tout ça, que le coupable a été identifié, que bon malheureusement il est mort en prison et compagnie, eh bien il y a un témoin qui arrive comme une fleur et qui dit mais en fait je reviens 2 ans après cette histoire pour vous dire que je peux vous assurer que c'était pas lui, hein. Moi, je l'ai vu. Et donc, voilà, il n'a pas pu être disponible, en fait, à l'époque, pour plein de raisons, etc. Et il revient, il se rend compte de cette histoire, et il se dit, mais en fait, je vois cette personne, ce n'est pas lui, je le sais bien, et il explique pourquoi. Donc, voilà, il a été témoin de quelque chose, il aurait pu juste se dire « Oh tiens, c'est curieux, ça me paraît bizarre ». Non, il va agir derrière, donc il va aller voir la famille, etc. pour leur expliquer. Et donc, bah, ça sème un peu le trouble parce que cette histoire qui était, alors certes très triste pour la famille, hein, parce que dans l'histoire, on a quand même 2 morts. Hein. On a la personne qui a été tuée et la personne qui a été accusée et qui est morte en prison derrière. Donc, dans cette famille qui a eu ces 2 morts, mais qui essaye de se reconstruire derrière tout ça, eh bien, on a quelqu'un qui arrive et qui rebalaye tout en disant, mais en fait, celui que vous avez accusé, c'est pas lui. Donc, si c'est pas lui, qui est-ce que c'est parmi vous? C'était un peu le message sous-entendu. Et donc ce fameux témoin, en fait ce message sous-entendu, il s'en rend pas compte. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment rétablir la justice, réparer sa faute en fait, de pas avoir été présent, de pas avoir pu sauver cet innocent plus tôt. Et donc il se rend pas compte qu'il est même surpris de la réaction des autres personnes de la famille. Parce que, voilà, pour lui, il dit, mais non, mais c'est bien, parce qu'en fait, vous voyez, vous le pensiez tous coupables, mais c'est pas le cas. Oui, d'accord, mais tout le monde le pensait coupable, et en même temps, ça arrangeait bien tout le monde que ce soit lui qui soit désigné, parce que c'était un peu le mouton noir de la famille. Donc, ça arrangeait bien les choses, parce que ça permettait d'avoir une sorte de logique au milieu de ce drame, de se rassurer en se disant... oui, effectivement, on a vécu quelque chose d'horrible, mais celui qui a commis le crime, c'est celui auquel on s'attendait. Voilà. Bon, après, c'était quand même sa mère qui l'a tué. Mais voilà. Donc, contexte un peu particulier, début un peu original pour un Agatha Christie, mais classique parce que, comme je vous dis, c'est dans un côté, huis clos. On se retrouve dans une grande maison, huis clos familial. Hein, pas que familial, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui vivent dans la maison qui font pas partie de la famille, mais qui sont là pour faire tourner la maison.
Et donc, du coup, on va chercher qui a pu commettre ce crime. Un peu cold case, mais en même temps, on n'est pas sur une affaire d'il y a 20 ans, hein, on est sur une affaire d'il y a 2 ans. Donc, un peu cold case parce que on revérifie ce que chacun a dit à l'époque et les personnes ne se rappellent plus exactement à la seconde près ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles ont pu dire. Donc, bon, cold case par rapport à ça et en même temps, ça reste quand même quelque chose d'assez récent, quoi, pour que les mêmes personnages soient présents 2 ans après. Et donc, on n'a pas un enquêteur connu, mais on a ce fameux témoin, ce témoin indésirable, qui va mener l'enquête et qui va nous faire une petite fin à la Hercule Poirot. Alors certes, on n'est pas sur un dénouement de 30-50 pages. Ok, il y a peut-être que 10-15 pages de dénouement. Je ne sais plus exactement, mais il joue ce rôle-là, il réunit tout le monde et il dit... alors il va pas par 50 chemins, il va pas faire le point avec tous les personnages en disant « Je sais que vous m'avez menti, mais c'est pas vous le meurtrier. Je sais que vous aussi vous m'avez menti, mais... » j'ai compris ni rien et vous n'êtes pas le meurtrier. Enfin voilà, il fait pas comme Hercule Poirot comme ça. Il va assez vite à l'essentiel et du coup, on connaît le dénouement de cette façon-là. Voilà, donc classique et pas classique. Là où c'est pas classique aussi, c'est par rapport à ce que je vous disais au début, c'est que je trouve que la psychologie des personnages, elle est très travaillée. Et ça se sent parce que... alors c'est peut-être un point négatif que je veux dire sur mon autrice préférée, mais quand elle travaille la psychologie des personnages, le rythme est peut-être un petit peu plus lent. Parce on va pas avoir un descriptif complet d'une maison, mais on va avoir un bon descriptif de ce que chaque personne va penser, etc. Et sur ça, du coup, ça apporte ça casse parfois un petit peu le rythme. Alors, bon, les Agatha Christie, c'est pas non plus les livres les plus les plus prenants, si, mais il n'y a pas un rythme haletant, on n'est pas sur un page turner. Sauf peut-être Ils étaient 10, parce que pour moi, c'est un vrai thriller avant l'heure. Mais, mis à part ça, le rythme n'est pas haletant, quoi. Mais on est tenu par l'intrigue, on veut savoir ce qui s'est passé et compagnie. Mais là, je trouve que quand il y a un bon travail sur la psychologie des personnages, ça apporte peut-être une petite lenteur. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai tendance à préférer les premiers Agatha Christie que les derniers. Et puis, le monde a évolué, Agatha Christie a écrit sur une sacrée longue période. Son premier livre est sorti en 1920, elle est décédée au milieu des années 70. Donc, sur toute cette période-là, vous voyez tout ce qui s'est passé. Elle a commencé à écrire et elle a été, inspirée par son rôle pendant la Première Guerre mondiale. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Elle a utilisé tout ça pour faire des romans d'espionnage, etc., etc. Et puis après, elle a vécu la modernité, enfin quand même des choses qui, au milieu des années 75, on vivait quand même pas de la même façon que à la fin des années 1800 quand elle est née. Donc, elle a vécu une sacrée évolution, elle a vécu plein de choses et forcément, ça se ressent dans les intrigues et ça se ressent aussi dans les personnages qui évoluent, qui sont de plus en plus modernes et aussi par rapport à la position de la femme. Agatha Christie a toujours été une femme forte, hein, qui se laissait pas faire. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, notamment après son divorce. Et alors oui, j'ai toujours eu en tête que son divorce l'a un peu, l'a davantage mise dans cette position-là, mais bon, elle a quand même fait des choses assez originales pour la période. Mais voilà, on voit encore plus, je trouve, les femmes qui se laissent de moins en moins faire, on va dire, au fur et à mesure des livres d'Agatha Christie. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi qu'il a de bonnes critiques, de bons avis. Néanmoins, il y a ce côté psychologie des personnages vraiment très travaillé et tout ça, et c'est bien, mais parfois ça apporte un petit peu de lenteur aussi. Enfin, voilà, j'allais dire faut trouver un équilibre, mais je peux pas dire ça de mon autrice préférée, mais bon. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que j'attendais un petit peu plus de la fin. J'espérais être davantage surprise que ce que je l'ai été. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, elle ne peut pas écrire que des chefs-d'œuvre. Voilà, mais il n'en reste pas moins qu'il est excellent, hein, vraiment, il est très très bon. Dans les Agatha Christie, il y a toujours beaucoup de personnages, c'est à nouveau le cas.
Parfois, je fais des fiches de personnages, enfin, ce qui se résume à prendre un fichier Excel sur mon ordi à côté de moi. Je note 3-4 mots, je note vite fait le nom de personnage. Une fois sur deux, je me trompe dans l'orthographe, mais c'est pas grave. C'est vraiment, je prends des notes très très vite avec 2-3 mots. C'est presque plus un moyen mémotechnique parce qu'en fait, une fois que je l'ai écrit, je me souviens et voilà, c'est réglé. À la limite, une fois que j'ai fini de remplir mon fichier Excel, je pourrais presque le fermer, je l'utilise plus après. Là, j'ai voulu changer, je suis allée sur Wikipédia et sur la page de témoins indésirables pour avoir la liste des personnages. Faut se méfier, je le savais, mais là, je me suis fait avoir quand même. Faut se méfier parce que parfois, ça peut être spoilant. Et là, en l'occurrence, ça peut être enfin, c'était spoilant parce que non seulement il y avait des choses, alors non pas sur le dénouement, mais sur des personnages qui sont vivants au début et qui ne le sont plus à la fin du livre, et du coup, on nous le dit. On nous dit qui meurt. Donc ça, c'est dommage. Voilà, donc ne faites pas comme moi et faites une petite fiche de personnage à l'ancienne si vous êtes perdu. Voilà, c'était donc Témoin indésirable d'Agatha Christie, un de plus que j'ai lu. Je continue avec le grand test qui est sorti. Oh, j'ai même pas noté quand est-ce que je l'avais reçu. Ah si, j'ai noté. Je l'ai reçu début septembre. Il est sorti au mois de septembre. Je sais plus quand exactement. Le 20. C'est pas ça. Je crois que c'est le 20. C'est mon deuxième livre de Jacques Expert. Si vous avez regardé mes vlogs des salons de fin juin et notamment la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe, vous devez peut-être être surpris de me voir lire un Jacques Expert vu ma seule rencontre avec l'auteur qui était un peu déroutante. Mais écoute, j'ai pris du recul depuis. mais bon, si certains ont vu cette vidéo, peut-être que ça va vous faire sourire. Et puis je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Le Grand Test, c'est un livre qui se lit vraiment très vite et c'est marrant parce que je repense tout le temps à la conférence d'Éric Foissier sur les différents types de romans policiers. Enfin, on a le roman policier classique, Agatha Christie. On a le roman noir, peut-être un peu, mais en fait celui-ci c'est à la fois du roman policier classique, du roman noir et du thriller. Mais bon, le roman noir, et on a le thriller, et il nous décrivait vraiment le thriller comme un livre où on joue avec le temps. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir une journée décrite en énormément de pages. Je pense par exemple à La Nuit Blanche de Nicolas Druard, qui est un livre que je vous conseille pour le soir du 31 octobre. Parfait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. C'est un livre extra pour Halloween. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est un livre qui se passe sur une nuit. Donc on a, il est long en plus, peut-être 500 pages qui se passent comme ça sur une nuit, quoi. Ça peut paraître un peu curieux. Alors que quand on pense thriller, on pense un sacré rythme et tout. Ouais, mais Nicolas Druard, il est très doué pour les ambiances angoissantes, en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, un thriller, soit on nous raconte une journée en 3 pages et tout, c'est super rythmé. Soit on étire le temps et on va nous raconter 3 minutes sur 3 pages, mais en même temps on sera comme ça et on tournera vite les pages en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce que... voilà. Là, en fait, on est sur très peu de jours. Ce livre fait quasiment 450 pages. Et en fait, il va se passer sur, je pourrais plus vous dire comme ça le nombre de jours, mais sur 3-4 jours. Donc, le temps est quand même assez étiré. Le Grand Test, c'est, alors comme c'est indiqué sur la 4e, c'est une opération d'une envergure exceptionnelle lancée par la gendarmerie. L'objectif, c'est de récolter des empreintes digitales parce qu'il y a une scène de crime. Voilà, il y a une scène de crime et ils ont trouvé un objet qui contient une belle empreinte digitale et du coup, on est sur une scène de crime dans un village et ils aimeraient récolter les empreintes digitales de toutes les personnes du village de façon à trouver le meurtrier. Donc, on est sur une enquête qui peut paraître très enquête de 2023, justement, avec des moyens modernes. On a une empreinte digitale, bon bah voilà, il n'y a plus besoin de déduction, c'est du facile et gna. Oui, mais en fait, l'enquête, elle se déroule pas sur 3 semaines. Ouais, ce que je vous dis, c'est pas tout à fait vrai parce que quand on prend l'enquête, elle est déjà en cours depuis un moment et elle traînait. Mais là, on se retrouve à être sur très peu de jours et à voir en fait ce dénouement.
et qui va être un peu plus complexe que juste une empreinte digitale. Mais c'est intéressant parce que on pourrait se dire que le monde moderne a tué les enquêtes, les déductions, les dénouements à la Hercule Poirot ou les déductions à la Sherlock Holmes. Et en fait là, eh bien, on compte utiliser un moyen ultra moderne, mais malgré tout, du coup, la durée change et on va avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, donc c'est assez intéressant. En parallèle de ça, de cette enquête et de cette prise d'empreintes et tout ça, et puis en fait on en a plusieurs qui jouent leur carrière hein, derrière ce grand test justement. Donc voilà, c'est stressant à la fois parce qu'il faut résoudre l'enquête, mais aussi parce que on a l'enquêteur et puis d'autres personnes qui vont comment dire, mettre un enjeu personnel assez fort. En parallèle, on a trois jeunes qui s'appellent Alexandre, Maxence et Virginia. Trois jeunes qui sont amis depuis l'enfance. Et cette enquête va fissurer leur amitié. Alors, niveau amitié, dans des thrillers, j'en ai lu plusieurs. Justement, Le Serment d'Arttu Tuominen, donc je vous parlerai du tome suivant juste après. On a Je rêvais de liberté, je sais plus le titre exact, d'Henri Lovenbruck. Pas forcément un thriller policier, mais bon, c'est une belle histoire d'amitié. On a le dernier livre d'Olivier Ball aussi. Donc les belles histoires d'amitié, on peut trouver ça dans les polars. Mais là, Alexandre, Maxence et Virginia, par moments, ça me faisait presque un peu penser, alors un peu loin, mais à 3 de Valérie Perrin. Vraiment les chapitres où on les voit tous les trois, c'est on se sort presque d'un polar, même si derrière ils vont trembler parce qu'ils sont pas tout clean par rapport à l'histoire. C'est pas dit de façon explicite au début, mais on sent qu'ils ont des secrets à cacher. Donc, bon, il y a quand même un lien avec l'enquête. Mais sur le fait d'avoir des amis qui ont un secret à cacher, ça peut être tout à fait un livre de littérature contemporaine sans de lien avec le polar. Donc voilà, on avait cette partie vraiment d'enquête avec ces empreintes à récolter et avec le jeu de voir aussi de la part des enquêteurs comment chacun va réagir, comment chaque villageois va réagir à cette prise d'empreinte et tout ça. Et puis, en parallèle, on a ces trois jeunes et on a presque une déconnexion entre une partie polar et une partie littérature contemporaine, même si il y a tout à fait un lien. Voilà, donc je l'ai trouvé prenant. On est vraiment sur un thriller psychologique, donc vraiment prenant, etc. Vu comment ça se passe, vu qu'on voit les trois jeunes qui vont stresser petit à petit pour certaines raisons, et comme ils ont des secrets à cacher, gna gna, j'avais peur qu'on arrive tout droit vers un dénouement direct et tout ça. J'ai même lu des avis de personnes disant bah je cherchais même pas un autre dénouement que ça parce que pour moi on me le disait dès le début. C'est un peu plus subtil, c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus comment dire original. Donc ça m'a plu, mais j'avais deviné cette originalité. J'avais très peur qu'on fonce tout droit, alors je vais pas dire dans le mur, mais qu'on fonce tout droit vers un dénouement et qu'il n'y ait pas d'originalité. Je me suis dit, ah, ce serait bien qu'il y ait au moins une originalité, vu comment ça se passe, ça pourrait être celle-ci. Et effectivement, on a pris ce chemin-là. Voilà, donc c'est bien. J'ai apprécié que le dénouement soit pas trop prévisible, mais j'ai pas apprécié l'avoir trouvé. C'est toujours comme ça, quand je trouve un dénouement, je suis pas très contente parce que c'est que j'aurais voulu être encore plus surprise que ça. Voilà, mais il n'empêche que je l'ai adoré. C'est un excellent thriller psychologique et il se dévore vraiment extra. Un vrai page-turner. Hein. Voilà, donc c'était le grand test de Jacques Expert chez Calman Levy. Et on va terminer avec un polar nordique, avec La Revanche d'Arttu Tuominen chez La Martinière. C'est donc un tome 2, comme j'arrête pas de vous le dire. Le tome 1, c'était Le Serment. J'étais très contente de retrouver les personnages. Le tome 1 était très très bon. Comme je vous le disais juste avant, il y avait une belle histoire d'amitié. Et le polar était un peu au second plan. On était presque sur un roman noir, en fin de compte, avec un dénouement un petit peu ouvert.
pas tout à fait clos, pas tout à fait dit de façon explicite à la fin du livre, même si on le comprend. Il est suggéré, voilà, il est suggéré. Mais bon. L'intérêt du livre était un peu ailleurs et en fait on était pris par l'histoire. C'est ce que je vous avais indiqué, décrit comme étant un livre avec un auteur du style Père Castor. Voilà, et l'auteur nous raconte une histoire et nous on avait juste à l'écouter. Et oui, il y avait un côté noir, oui, il y avait un côté polar, oui, il y avait un meurtre, mais on tournait un peu autour sans vraiment résoudre ça d'une façon classique. Là, ce tome-là, il est peut-être un petit peu plus classique. Je l'ai peut-être préféré au premier. Le premier était vraiment très bon. J'ai préféré celui-ci sans que celui-ci devienne un coup de cœur. Et c'est là où j'ai du mal à vous dire pourquoi c'est pas un coup de cœur. Qu'est-ce qui fait que la dernière marche n'a pas été franchie, n'a pas été atteinte? Je saurais pas vous dire. J'ai pas les éléments. Donc c'est un tome 2, on va retrouver le personnage principal du tome 1 en personnage secondaire. Le personnage qui est mis là en avant, c'est un autre inspecteur, un collègue du personnage qui était mis en avant dans le précédent tome. L'inspecteur qui est mis en avant, il s'appelle Henrik Haussmann et il est extrêmement discret. Dans le premier tome, on l'a découvert discret. On sait que, il vient au travail pour travailler. Il n'est pas là pour parler de sa vie privée. Voilà, il est là, il travaille et son objectif c'est d'assurer son travail. Donc il discute pas trop. Les gens le connaissent pas trop. Il paraît mystérieux et un peu en retrait et en même temps il est très bon dans son travail. Donc là, dans ce tome-là, on va le découvrir. Allez, au bout de à la fin du deuxième chapitre, vous lisez et vous vous dites ah ouais, ah bah alors là je m'y attendais pas. Voilà, donc c'est assez fort les révélations qu'on peut avoir sur lui et c'est un personnage que j'aime énormément, très attachant en fait et j'ai bien aimé connaître plus de choses sur sa vie privée. Il y a plusieurs choses, il y a la vie privée actuelle et sa vie familiale aussi et notamment ses parents et on découvre tout ça dans ce livre. Donc ça permet d'avoir une vision en 360 de ce personnage alors qu'on avait un tout petit aperçu dans le tome 1 et ça c'est extrêmement bien. La psychologie des personnages elle est super travaillée à nouveau dans ce livre et de tous les auteurs c'est l'un de ceux où j'accroche le plus avec la façon dont il travaille ses personnages parce que ça permet c'est tout en restant dans une certaine fluidité en fait. C'est rythmé, vraiment on le dévore ce livre, on commence, on a envie de savoir quelle est la fin. Donc on est pris par tout ça et en même temps on nous apporte des choses sur les personnages qui nous permettent de bien les comprendre et d'aller dans une certaine complexité en fait. La complexité des êtres humains, c'est très bien décrit en fait. Il y a vraiment... ça rejoint ce que je vous disais sur Petroni Rostania, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir. Bah là, vraiment, il va assez loin dans une certaine finesse en fait de réaction, etc. Tout est logique, on est sur un même personnage, mais tout est logique avec des facettes qui peuvent être très surprenantes. Au milieu de tout ça, parce que là je vous parle déjà de personnages extrêmement bien décrits et de ce fameux inspecteur dont on va découvrir des choses et tout ça, mais au milieu de tout ça on a l'intrigue. Et encore une fois, on a Arttu Tuominen qui va nous décrire presque, c'est presque un livre de société en fait. Hein. On commence le livre et puis on entend on entend. Les personnages ont la télé allumée et entendent un débat sur le mariage pour tous. Et par la suite, on va avoir une explosion dans une boîte de nuit fréquentée par la communauté LGBTQIA+. Et donc, voilà, le thème est donné. C'est sur ce thème-là qu'on va partir. Et ça va être assez prenant. Ça va faire froid dans le dos parce que à côté de ça, on va avoir vraiment
des extrémistes sur ces sujets-là, et voilà, ça fait froid dans le dos. Et donc des extrémistes qui ont des discours qui sont extrêmement choquants. Mais c'est un sujet qui pourrait être délicat, dans le sens attention à traiter d'une certaine façon pour ne heurter personne quelque part. Et là, l'auteur, il y va, il fonce, il a pris le sujet, il l'a pas laissé tomber, il a eu le courage entre guillemets de parler de tout ça, d'y aller franchement avec les personnages. Voilà, c'est pas enfin, il y a le mariage pour tous, mais ça va au-delà de ça. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la façon dont le sujet a été traité. Et au final, enfin, là, c'est mis auscultant la part d'ombre que chaque individu porte en lui, la revanche interroge la diversité, la tolérance, la colère, les cicatrices de l'enfance, la honte et l'acceptation de soi. C'est énorme, ça fait beaucoup de mots tout ça, mais c'est totalement vrai. Je suis d'accord avec tout. Avec tout, chaque chose que j'ai pu vous dire, je suis totalement d'accord. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien pensé, c'est extrêmement fin sur oui, l'interprétation et la façon dont c'est transcrit. Enfin voilà, je trouve ça excellent parce que c'est un très bon roman noir, c'est un bon thriller parce que c'est page turner, c'est un bon roman policier parce que le dénouement il était surprenant. C'est un très bon roman de société en fait, et là je vous dis sur la partie thriller, c'est prenant et tout ça. Le final de ce livre, je m'en rappellerai longtemps. Il était incroyable. J'ai eu peur pour les personnages, mais c'est tellement peu de dire ça. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment l'un des livres où j'ai eu le plus peur pour les personnages à la fin. Vraiment, je ne voyais pas comment une issue favorable était possible. C'était incroyable, incroyable. Mais page turner, mais à la fin, c'était dinguissime. Donc excellent, vraiment excellent. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je vous le demande. J'en sais rien. Je sais pas. Il m'a manqué peut-être quelque chose. Voilà, c'était un page turner vraiment sur la fin. Bon, il n'y avait pas des longueurs non plus. Bon, il m'a manqué un truc. Mais en tout cas, il était vraiment très très bon. Très 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 bon. Et je vous dis, là d'en reparler, vraiment, je confirme que je l'ai préféré au précédent. C'est un auteur à surveiller parce que un excellent conteur qui est un excellent auteur de romans policiers et de thrillers, franchement, faut garder en tête ce nom d'auteur parce que ça va donner des super bons livres. Et là, c'est que le deuxième sorti en France, mais il en a écrit bien plus. Et donc, cette série, elle est à poursuivre. J'aime le fait que l'enquêteur mis en avant n'était pas le même dans les deux tomes. Donc, je me demande comment sera la suite. Et j'ai hâte de le découvrir. Mais écoutez, ce livre est sorti début septembre, donc ou toute fin août, non début septembre. Donc je vais patienter un petit peu parce que c'est la sortie de cette année pour cet auteur. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà, c'était La Revanche d'Arttu Tuominen. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était des chouettes livres quand même. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit déclic pour un coup de cœur. Mais c'était des chouettes livres. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes tenté par certains, pareil, ça m'intéresse. Et puis James Patterson, là, on a dit, il a écrit 50 000 livres. J'aimerais bien savoir si justement vous avez été accro à l'une de ses séries, ce que vous en avez pensé et tout, parce que c'est vrai que ça me titille un peu avec tout ce qu'il a écrit Moi, comme je vous disais, j'ai lu ça il y a longtemps, mais peut-être qu'il faudrait que je reprenne. Je sais pas. Je veux bien avoir vos retours sur ces lectures. Je vous souhaite aussi d'excellentes lectures que celle-ci et on se retrouve très très vite. À bientôt.